Bonsoir et merci d'être avec nous dans cette spéciale élection régionale. On reçoit ce soir une nouvelle tête de liste pour le scrutin des 20 et 27 de ce mois. Ludivine Guillaud-Léoulac, bonsoir. Bonsoir Eric. Place à la liste Réussir la Guadeloupe conduite par Sonia Petro. Âgée de 52 ans, Sonia Petro, maman d'une jeune fille, est loin d'être une inconnue en politique. Diplômée en gestion des administrations, spécialité finances publiques, elle a débuté en 2008 au municipal à Basse-Terre. Basse-Terre, sa ville de naissance, dont elle est adjointe au maire en charge de la redynamisation et l'attractivité. Également conseiller communautaire, Sonia Petro est depuis 2016 la présidente de la Fédération Les Républicains de Guadeloupe. Sonia Petro, bonsoir. Bonsoir Ludivine Guillaud. Bonsoir Eric Rayapin et puis bonsoir à l'ensemble des Guadeloupéens qui nous écoutent ce soir. Alors, les internautes peuvent également poser leurs questions centralisées et relayées pour nous par Yasmina Yakou. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Vous êtes en direct avec nous sur la page Facebook de Guadeloupe la Première. Donc vous pouvez réagir, commenter et poser vos questions à notre invité. Également en utilisant le hashtag élection au pluriel la première sur Twitter. Sonia Petro, bonsoir. Rebonsoir. Oui. Alors, outre vos interventions médiatiques, très nombreuses ces interventions, la droite est plutôt discrète, pour ne pas dire plus, dans le débat politique local. Avec cette liste, quelle est votre stratégie pour relancer ceux qui partagent encore cette philosophie, les Républicains ? Alors, la droite est discrète parce que vous savez que la droite a subi de nombreux assauts, de nombreuses querelles intestines il y a de très nombreuses années. Nous sommes dans une phase de construction, voire de reconstruction, et nous avons décidé de participer aux élections régionales pour déjà participer au débat politique, présenter notre projet à la Guadeloupe, et puis être dans une démarche de construction pour la suite. Aujourd'hui, il reste combien de membres au sein du parti des LR Guadeloupe ? Nous sommes plus de 300. Hein. 300 ça surprend, mais nous sommes plus de 300. Il y a des gens qui payent leurs cotisations, qui sont à droite. Nous n'avons pas beaucoup d'élus, mais nous avons des sympathisants et des adhérents. Ça a dû être dur finalement de trouver du monde à mettre sur votre liste. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de personnes de droite ? Attention, non. On n'a pas eu plus de difficultés que les autres à faire une liste, hein, parce qu'il ne s'agissait pas de faire une liste les Républicains. Vous avez bien vu. Mais que quel est l'intérêt liste... finalement de s'afficher avec le soutien des LR ? Vous me laissez terminer ? Allez-y. Merci. Alors, je suis présidente d'une fédération. J'ai l'investiture de mon parti pour aller aux élections. C'est un parti de gouvernement, c'est un parti qui, au niveau national, a une centaine de députés et dirige le Sénat. Il me paraissait normal que ce parti nous soutienne lors de cette élection. Mais Christian Jacob, le président, ne nous a pas forcé à faire quoi que ce soit. On n'a pas eu d'obligation et nous avons voulu avoir une liste avec une tendance de droite, une droite libérale, une droite sociale, une droite guadeloupéenne, mais nous avons voulu aussi une liste ouverte à la société civile, ouverte à des compétences, ouverte à des ambitions et à des personnes qui ont des choses à dire. Parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont élus qui ont des choses à dire. Et quand on voit, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, le résultat de leurs actions sur le territoire, oui. C'est pour ça que nous avons conduit cette liste. On sait que l'année prochaine, il va y avoir également les élections présidentielles. C'est peut-être l'occasion aussi de peser le poids des Républicains à Guadeloupe. Tout de même. Non. C'est d'une pierre deux coups. Non. On ne mélange pas les choses. Là, c'est une élection régionale où on a un vrai projet pour la Guadeloupe, pour mener les destinées de la région Guadeloupe. Viendra le temps de l'élection présidentielle et là, nous aurons un candidat avec un programme et en Guadeloupe, c'est nous qui allons nous occuper de sa campagne. Alors, dans l'Hexagone, on voit que les Républicains se sont rapprochés bizarrement du Rassemblement national et de la République en marche. Ici, ce n'est pas le cas pour vous. Alors, nous n'avons pas la même lecture des choses. Que une ou deux personnes... Certains Républicains, effectivement. Ils ne sont pas nombreux.
se soit rapproché du Rassemblement national par opportunisme, c'est une chose. Est-ce que vous Mais avez eu des consignes pour des alliances? La grande majorité des Républicains sont au sein des Républicains et nous avons des consignes. Là, par contre, les consignes sont claires. Il n'y a pas de rapprochement avec le Rassemblement national. Alors, appartenir aujourd'hui aux Républicains, quel peut être le positionnement politique local? Parce que vous avez parlé d'une droite locale qui existe. Alors, aujourd'hui, on entend parmi les têtes de liste ou même les listes qui sont à la fois, pour certains, autonomistes, partisans même du statu quo, ou encore français mais majeurs, comme disait Lucette Michaud-Chevry, que vous avez bien connu. Aujourd'hui, quelle est votre tendance? Vous êtes plus pour une domiciliation du pouvoir local ou pas? Alors, il y a deux sujets dans votre question. Il y a d'abord la domiciliation du pouvoir local, qui pour moi est une forme d'utopie ou une vision totalement passée du pouvoir. Actuellement, le vrai pouvoir, les luttes de pouvoir se déroulent tout près du pouvoir central. C'est à Paris que les choses se déroulent, avec de la concertation, avec des formes de lobbying. Donc, quand on parle de domiciliation du pouvoir local, pour moi, ça n'a pas de sens. Concernant l'autonomie ou le changement de statut ou le statu quo, nous, aux Républicains, et nous, avec ceux qui composent la liste Réussir la Guadeloupe, notre position, elle est claire. Nous sommes et nous voulons ce que veut le peuple. Parce que la Constitution, elle est claire. On ne peut pas changer de statut sans consulter le peuple. Alors le peuple guadeloupéen s'était exprimé en 2003 et de façon très claire. Nous disons simplement que nous serons pour un changement de statut quand nous serons dans les mêmes conditions que Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy a changé de statut quand elle est devenue la commune la plus riche de France, quand elle n'a plus été éligible au fonds européen, le FEDER. À ce moment-là, Saint-Barthélemy avait utilisé tout ce qu'il pouvait au niveau du statut. Ils avaient même à l'époque décidé de construire eux-mêmes leur collège alors qu'ils étaient encore communes. Ils avaient demandé l'autorisation au Conseil général. Ils étaient prêts. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire que la Guadeloupe est prête à ça. On ne peut pas me dire que le problème de l'eau est un problème de statut. On ne peut pas me dire que les problèmes d'assainissement, de transport sont des problèmes de statut. Vous savez, on a traversé là la crise Covid et elle n'est pas terminée. Nous avons bénéficié d'un plan de relance. En Nouvelle-Calédonie, ils n'en bénéficient pas parce qu'avec leur statut, ce n'est pas possible. Donc, il y a les aides d'État quand même. Il y a des aides d'État, mais le soutien de l'État tel que nous en bénéficions actuellement en Guadeloupe, ce n'est pas du tout le même. C'est pour cela que vous êtes pour le statu quo. Puis je pense, je vais terminer, que la Guadeloupe a besoin de stabilité. Stabilité au niveau des institutions, une stabilité qui rassure les investisseurs éventuels. Nous sommes pour que le peuple soit toujours consulté. Et nous estimons qu'un statut, c'est pas jouer un coup de dé sur une table en oubliant qu'il y a des êtres humains. Donc tant que les Guadeloupéens ne voudront pas de changement, nous les Républicains, on n'en voudra pas. Et je souhaite dire de plus que j'ai regardé les dernières enquêtes d'opinion. Première préoccupation des Guadeloupéens, l'eau. Deuxième, le chômage. Le changement de statut, ça vient tout à la fin. Oui. Donc, qu'on n'en fasse pas un argument de campagne. Alors, pas de changement de statut, mais vous parlez de changer, en tout cas, la classe politique. Oui. Il est temps, je vous cite, qu'une nouvelle classe politique aille au combat. En quoi les Républicains représentent-ils une nouvelle classe politique? Vous m'avez déjà vu diriger la région? Je n'ai pas encore dirigé la région, ni aucun membre de ma liste. Nous ne dirigeons pas le département, nous ne dirigeons aucune communauté d'agglomération. Nous ne sommes pas comptables des échecs répétés de ceux qui sont là. Donc nous estimons que nous représentons une nouvelle classe politique. Une nouvelle classe politique est issue de la société civile. Une nouvelle classe politique qui a de vraies compétences. Parce que j'aimerais bien qu'on m'explique aussi les compétences de certains. On est en dehors de cumuler des mandats. Alors oui, nous représentons une nouvelle classe politique. C'est ce que disent aussi d'autres têtes de liste. Est-ce que vous ne craignez pas d'être sérieusement concurrencé dans le discours, je dis bien dans le discours, et par l'extrême droite, par les listes d'extrême droite présentes dans ces élections, et centristes et voire citoyennes? Qu'est-ce qui vous différencie de ces listes-là? Moi, je crois quand même qu'il y a une vraie différence dans le discours, dans les programmes, entre les listes que vous qualifiez d'extrême droite et nous.
moi, je pense que... Pour les listes citoyennes, puisque vous Les avez listes justement citoyennes- les listes une liste avec citoyennes des sont citoyens quasiment de la tous- société civile les et même listes- des personnes qui ne sont pas Les encartées. listes donc, citoyennes sont quasiment toutes pour l'autonomie ou le changement institutionnel. Ça, c'est déjà un premier changement. Il y a une liste qui est pour le PTOM. Ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Moi, j'ai regardé un peu les programmes et les propositions des uns et des autres. Vous avez regardé nos débats aussi. Et j'ai regardé évidemment vos il y a eu débats. des discussions, notamment avec Voilà, certaines nous têtes ne de liste. Est-ce que sommes vous pas avez du eu des tout- discussions? Madame Guiolé, est-ce que vous permettez? Allez-y, Voilà. allez-y. Voilà. Donc, nous ne sommes pas du tout... nous avons des positions, évidemment, qui vont se rejoindre, mais pour beaucoup, nous avons une position qui est totalement différente. Ah. Et pour répondre à votre question, Allez-y. nous sommes en Guadeloupe, donc on discute entre Guadeloupéens. Il est arrivé qu'on puisse échanger avec d'autres têtes de liste. Lesquelles? Mais il n'a pas été question Madame Borel, Les par gars, exemple, franchement. par exemple, Monsieur Lurel, avec tout le monde. avec tout le monde. Alors justement, on sait que vous avez passé, là ce sera la dernière question sur votre positionnement politique, un accord pour les municipales avec la Fédération Socialiste, enfin en tout cas André Atala, qui fait partie de la Fédération Socialiste pour la municipalité. On avait pensé que vous seriez resté sur cette lancée. Pourquoi n'avez pas trouvé un accord avec les socialistes? Et ma deuxième sous-question, en quelque sorte, parce que je pose des questions transversales. Alors, est-ce qu'au deuxième tour, si vous n'êtes pas au deuxième tour, vous allez soutenir Madame Borel, par exemple? Ce serait plus facile pour vous. Alors, on va être clair, et c'est peut-être la dernière fois que je vais, on va mais- dire, mettre les points sur les i. C'est la première fois que vous êtes dans question première spéciale élection. Voilà, donc c'est le moment. Il n'y a pas eu d'accord politique à Basse-Terre avec le Parti socialiste. Et je le dis et je le répète à nouveau. Je n'ai pas mené une liste Les Républicains au municipal à Basse-Terre et André Atala ne menait pas une liste socialiste. Nous étions des citoyens, des Bastériens qui étions conscients de la situation catastrophique de notre ville et l'avenir nous a donné raison. Et nous avons décidé de nous mettre ensemble avec Brigitte Rode afin de changer la donne à Basse-Terre. Certains ont pu penser, se laisser aller à penser, que cet accord allait durer dans le temps. Mais c'était un accord qui était clair, qui est circoncis à la ville de Basse-Terre. Et quand j'ai décidé, avec les amis qui m'entourent, d'aller aux élections régionales, par courtoisie, par correction, j'en ai fait part à André Atala, puisque c'est quand même le maire de la ville de Basse-Terre. Donc il a été informé de ma démarche. Et les choses nous paraissent normales. Alors, pour répondre à la sous-question, alors, en cas de deuxième tour, déjà nous espérons être au deuxième tour. Oui, j'ai dit encore, vous ne Ah ben seriez voilà, pas au deuxième tour. parce que, à moins que vous ayez une boule de cristal ou que vous voyez, comme on dit chez nous, caga des affaires, personne aujourd'hui, je défie à quiconque de m'affirmer quel sera le tiercé ou le quartet gagnant. Oui. On ne sait pas. Tout est possible. C'est un jeu de pronostic. C'est un jeu de pronostic. Nous verrons très bien à ce moment-là ce qui se passera au deuxième tour et la décision sera prise collégialement. Alors, Voilà. avant de poursuivre, on va passer du côté des réactions des internautes avec Yasmina. Oui, les divines, les premières réactions commencent à nous parvenir. Et l'une d'elles est en accord avec notre invitée, Sonia Petro. Finalement, droite, gauche, qu'importe, il faut des compétences pour la Guadeloupe. Et cette question qui arrive et qu'on retrouve régulièrement, vous en avez déjà parlé, pourquoi finalement votre candidature et quels sont vos projets, en quoi diffère-t-il de ce que proposent les autres candidats? On va pouvoir passer justement développer. à votre vision du territoire et de la Guadeloupe et voir justement si ça différencie des autres listes. Ben, ma vision du territoire, ma vision pour la Guadeloupe, c'est d'abord une ambition. Une ambition pour la Guadeloupe à l'horizon 2030. Moi, je veux faire de la Guadeloupe une cité caribéenne de l'excellence, une interface entre l'Europe et le continent américain. La Guadeloupe a tout pour réussir. Nous avons tous les atouts naturels, les atouts en termes de biodiversité. Nous avons du génie guadeloupéen, nous avons des compétences en Guadeloupe et nous avons surtout un atout extraordinaire, notre population. Et malgré tout ça, tous les voyants sont au rouge. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est faire de la Guadeloupe un territoire 5 étoiles, un territoire d'excellence, où à n'importe quelle heure on peut prendre une douche. Alors, est-ce que... À n'importe quelle heure on peut prendre une douche. Un territoire où on peut circuler
à n'importe quelle heure aussi. Un territoire où les routes sont éclairées, un territoire où il y a de l'assainissement, un territoire où les acteurs économiques trouveront les voies et moyens pour pouvoir Alors, pour y travailler. arriver, Sonia Petro, est-ce que vous avez déjà identifié les facteurs limitants? Alors, les facteurs Qu'est-ce qu'il faut limitants- déverrouiller aujourd'hui pour y arriver? Alors, je vais vous apprendre quelque chose ce soir. Un des premiers facteurs limitants, c'est qu'il faut que les Guadeloupéens sachent que les collectivités de Guadeloupe sont actuellement en faillite budgétaire et financière. Par la région. Attendez, Alors, je vous pose la question. quand on veut aménager un territoire, la région est l'aménageur. La région n'est pas censée créer des emplois. La région est censée aménager un territoire pour que les acteurs économiques puissent travailler et créer. La région ne peut pas aménager le territoire de la Guadeloupe seule. Pour aménager notre territoire actuellement, il faut 4,5 millions. 4 milliards 5, excusez-moi. Oui. Il faut 800 millions pour les réseaux d'eau, il faut 600 millions pour l'assainissement, 500 millions pour le transport, il faut 500 millions pour les déchets, 600 millions pour la couverture Ça fait numérique. beaucoup, Ça fait beaucoup. Ça fait Ce 4 n'est milliards pas 5. sur le budget de la région qu'il peut le faire. La région doit travailler en concertation avec le département, avec l'État, avec les collectivités. Nous avons... C'est un peu le contrat de gouvernance qu'a proposé... On y vient, non, on y vient. Ce n'est pas la même chose. Ce faisant, pour que la région aménage le territoire, il faut que les collectivités aient une situation financière saine. J'ai lu un rapport que j'invite des Guadeloupéens à aller lire. C'est un rapport qui vient de l'Inspection générale de l'administration, qui est daté d'octobre 2019, avec Dominique Panier, conseiller maître à la Cour des comptes, ce sont quand même des pointures, et Philippe Debrosse, inspecteur général. Et que dit ce rapport? Allons-y rapidement. Il dit qu'il y a 1,3 milliard de factures impayées chez les percepteurs Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Oui. En sachant que la Réunion, c'est le moins mauvais élève. Alors, on pour divise la par Guadeloupe, est-ce 4, que vous avez le chiffre? 320 millions d'euros. D'accord. Il y a 320 millions d'euros de mandats, de factures, qui sont mandatées. C'est mandaté, donc c'est sorti des Et les budgets, collectivités ou Ce sont les collectivités. Toutes les collectivités. sauf la région, le département et quelques agglos. Mais sinon, toutes les collectivités. Ça veut dire que les entreprises guadeloupéennes ont servi de banquiers aux collectivités et de banquiers à taux zéro. Et ça veut dire que tant que nous n'aurons pas résolu ce problème, tant qu'on n'aura pas réinjecté ça dans l'économie guadeloupéenne, l'économie aura du mal à démarrer. En attendant, la région a un budget, Madame Non, Petro. non, attendez. En Ce attendant, n'est elle a- pas... Oui, mais on ne peut pas. Ludivine Gueulet, si nous avions un territoire, je vais dire n'importe quoi, comme la région Rhône-Alpes, où tout allait bien, tout fonctionne avec le budget de la région. Mais nous avons un territoire qu'il faut reconstruire. Pour le reconstruire, il nous faut plus de 4,5 milliards. La région n'y arrivera pas. Alors, si vous êtes Tant présidente, que- Donc, comment faire pour Allez-y. augmenter Alors, ce budget? il faut déjà récupérer ces 320 millions et les réinjecter tout de suite dans l'économie. comment? Pour le réinjecter, ce que nous allons proposer une fois que nous serons arrivés à la région, nous allons aller voir l'État. Et nous allons demander à l'État un prêt garanti. Les fameux PGE, les prêts garantis par l'État. Ça Si l'État, a déjà été tenté. mais pas pour les 320 millions. Donc, la région se met, comme les entreprises, elle demande un PGE à l'État. La région demande un PGE à l'État pour sauver les collectivités de Guadeloupe. L'État a fait un PGE de 200 millions pour Et qu'est-ce qui vous Corsair. dit que l'État va accepter? Attendez, l'État a fait un PGE de 7 milliards pour sauver Air France. On peut avoir un PGE Pour de une 300 collectivité? millions pour sauver une population de 400 000 habitants. Oui. Mais Madame Guiolet, on a intérêt que ça fonctionne, hein, parce que nous sommes droit dans le mur là. Si ça, ce n'est pas réglé, rien ne pourra se faire en Guadeloupe. Et à ce moment-là, l'État posera ses conditions. Oui. Et nous demanderons d'être plus vertueux dans nos façons de procéder, C'est déjà fait, dans ça. la L'État gestion. demande déjà. Non, d'être mais ouvert. là, non, pas suffisamment. Nous avons sur 32 communes, 29 communes en situation extrêmement compliquée financièrement. Une fois que nous aurons ça, parce que l'État est le garant ultime, c'est l'État
L'État ne peut pas laisser perdurer ce type de situation. Et pourtant, Ça, on ça le vient sait de que chez d'année en année, les Mais non, subventions on vont ne se le sait réduire, pas. que les On ne le sait dotations pas. sont réduites Vous et que n'avez les entendu communes, encore et que les personne communes n'auront parler pas de plus ça. de dotations de Non, l'État. non, Comment non, aujourd'hui, non. l'État pourrait, du jour au lendemain, Non. changer la donne? Non, on ne le sait pas. Ce rapport, il est resté extrêmement confidentiel. Il est au ministère de l'Outre-mer. Mais on sait quand même que les collectivités, les Mais vous communes n'aviez pas sont le montant. C'est peut-être moi qui pas vous le seulement. donne Mais on aujourd'hui. sait quand même, Vous imaginez on sent 320 millions. que les communes Vous sont imaginez endettées. 320 millions d'euros. Pour Basse-Terre seulement, c'est 10 millions d'euros. Oui. Tant que ça, ce n'est Alors, pas Et vous êtes résolu, sûr que les l'État collectivités voudra aider? on va demander. Attendez, si à la région, nous demandons à l'État de nous aider à ce niveau-là, alors que l'État a pu le faire pour une compagnie aérienne Corsair, ils ont pu le faire pour Air France, pourquoi ne pourraient-ils pas le faire pour nous? C'est là que ça va jouer la compétence, l'engagement, la détermination. Et puis, je connais certains membres du Oui. gouvernement, dont des ministres régaliens. Oui. Alors, Donc, on ira les voir à ce Alors, niveau-là. en Et une fois que ce sera réglé, là, on va pouvoir commencer à construire. il y a quand même un plan de relance qui Le est plan de engagé par relance- le président du conseil régional de 500 millions. Oui, C'est plus que mais 300 c'est un millions. plan de relance dont on ne verra les effets que dans 24 mois, tandis que là, on a Il faut une de l'argent frais, vous possibilité dites. d'argent frais qui Immédiat. sera réinjecté immédiatement dans l'économie et qui va permettre à cette économie de repartir. Imaginez le nombre de petits artisans, le nombre de petites entreprises et de PME qui sont concernés par ça. Et ces personnes ne peuvent pas payer leurs charges. Et quand vous ne pouvez pas payer vos charges, vous ne pouvez pas soumissionner à des marchés publics. Alors justement, sous la vision du territoire, il y a deux grands thèmes qui interviennent régulièrement. C'est l'aménagement, l'équilibre du territoire et la démographie. Alors, sous la vision, est-ce que vous pourrez répondre? On a à peu près 3 minutes pour répondre. On passe d'abord par la démographie. À l'horizon 2050, la Guadeloupe sera le 6e département le plus vieux de France. C'est vrai qu'on entend ça souvent, ça fait peur, mais je voudrais quand même dire que c'est un cycle qui concerne la France, qui concerne le monde, parce que l'espérance de vie a augmenté pour les plus de 65 ans. Donc, ça ne doit pas être une fatalité, et ça doit être au contraire une chance. Quelle solution? Ce que nous proposons, c'est d'adapter notre territoire au vieillissement de la population. Quand on adapte ce territoire, ça veut dire que, par exemple, il va falloir adapter les maisons. Il va falloir que les maisons, qu'il y ait des travaux. Puisque quand on vieillit, on a besoin de rampes, on a besoin de changer des choses dans la salle de bain, on n'a plus besoin de monter trop d'escaliers. Donc, à ce moment-là, ça va créer de l'économie. On va créer des emplois sur la silver economy. On va aussi faire en sorte qu'il y ait plus de formation, plus d'accompagnement de nos aînés au niveau du numérique, pour qu'ils appréhendent plus le numérique. La crise Covid nous a montré à quel point c'était important et ça permettait de garder les liens. Ah. Et puis, quand notre territoire est aménagé, Oui. ça permet que nos jeunes reviennent. Alors, l'équilibre du territoire maintenant, on sait on parle beaucoup d'embouteillages, il y a des zones qui sont plus aménagées que d'autres. Vous, quelle est votre vision? Quelles sont vos solutions concrètement? Alors, effectivement, il y a des embouteillages. J'ai pris presque 2 heures pour sortir de Basse-Terre pour arriver ici. Donc, je peux vous dire qu'en termes de déséquilibre et d'embouteillage, on sait ce que c'est dans le sud Basse-Terre. Nous avons un territoire qui est complètement déséquilibré. On avait la zone de Jarry, qui prenait tout, tout arrivait là. Et maintenant, on a la zone de Dotémar. Donc, on a une Guadeloupe où il y a 2 zones qui sont assez proches, qui concentrent quasiment toute l'activité économique de l'île. Donc, ça occasionne des embouteillages sans fin, de la fatigue, ça occasionne des accidents. Oui, ça c'est le constat, on le connaît. Oui, Maintenant, non, mais les solutions. laissez-moi terminer. Oui, mais que faire? Vous connaissez le constat. Peut-être que ceux qui sont chez eux ne le savent pas. Bon, allez. Donc, quand on a fait ce constat, on se dit qu'il faut qu'un jeune qui habite ou un jeune qui habite en Bertrand ait la possibilité de prendre un travail là où il veut, qu'il puisse venir travailler à Pointe-à-Pitre, et qu'ils puissent le faire dans de bonnes conditions sans perdre 2 heures de temps dans des embouteillages. Donc, pour rééquilibrer le territoire, on a pensé qu'il fallait faire des 2 fois 2 voies entre Sainte-Rose
Pointe-à-Pitre, l'axe Moule Pointe-à-Pitre, l'axe de Saint-François Pointe-à-Pitre et l'axe Basse-Terre Pointe-à-Pitre. Ça va coûter cher. Et avec un couloir de bus prioritaire sur certains axes. Ça va coûter cher, Madame Pétro. À Ça coûte 600 combien? millions. 600 millions. Mais quand on met 600 millions, on crée aussi de l'emploi. Parce qu'à côté de ça, quand on rénove les infrastructures routières, le BTP repart. Il y a des métiers qui se greffent à côté. Et à ce moment-là, on fera en sorte de mettre des clauses sociales, des clauses environnementales pour que ça profite à l'emploi local. Allez, on va voir si les internautes sont de votre avis avec Yasmina Yakou. Oui, de nombreuses réactions, de nombreuses questions arrivent. Et cette remarque, alors que certains demandent l'autonomie, on est toujours à demander de l'aide de l'État. Certains internautes, justement, trouvent qu'on devrait peut-être trouver nos propres solutions au lieu de demander à l'État de nous aider. On a parlé de démographie, on parle souvent de la jeunesse dans les commentaires qu'on retrouve chez les internautes. Comment faire revenir ces jeunes diplômés chez nous pour qu'ils trouvent des emplois bien rémunérés à la hauteur de leur diplôme? Alors, justement, dans votre programme, 4 axes. Excusez-moi. Dites-moi. Je souhaiterais répondre. Justement, quand on dit, on en est encore à demander l'aide de l'État, si l'internaute qui a dit ça a la solution pour résoudre le problème de faillite budgétaire des collectivités et qu'il a la solution pour réinjecter dans l'économie tout de suite sur nos propres forces 320 millions, je lui demande de prendre contact avec moi en privé et on va en discuter. Et pourquoi pas. Sur vos 4 axes, urgence sociale, urgence environnementale, urgence économique, urgence politique, y a-t-il un volet sur la jeunesse et pour le retour des jeunes? Il y a évidemment un volet sur la jeunesse. Depuis de nombreuses années, c'est un sujet qui me préoccupe parce que moi, j'avais dû partir pour mes études, j'avais pu retourner, mais c'est vrai que c'était un autre temps. Actuellement, les jeunes, ne trouvant pas ce qu'ils veulent chez nous, ne trouvant pas les moyens, soit de la formation, soit du travail, choisissent de partir, de s'expatrier. Et je suis toujours outrée de voir que le Canada vient faire son marché ici, avec la bénédiction de la région. On sait très bien qu'une fois qu'ils sont partis, une fois qu'ils ont rencontré quelqu'un et qu'ils ont construit une famille, plus de 50% ne reviennent pas ici. Donc nous avons pensé que pour ceux qui veulent revenir, on a créé la DOM. Eh bien, nous allons créer l'agence pour le retour de nos enfants. Parce qu'il y a des agences pour les faire partir, mais nous allons créer une agence pour les faire revenir. Mais au-delà de l'agence, comment rendre la Guadeloupe attractive? Mais attendez, laissez-moi terminer ma démonstration. Nous allons créer cette agence. Nous allons mettre sur les grands campus de l'Hexagone une maison de la Guadeloupe. Une maison de la Guadeloupe qui sera chargée de les aider, de les accompagner et de les accompagner aussi vers le retour. Nous allons mettre aussi des aides incitatives pour le retour des médecins. Parce qu'il faut savoir que 50% des étudiants qui ont commencé leurs études de médecine en Guadeloupe ne reviennent pas. Donc il faut mettre des aides incitatives. Avec l'université, ils peuvent terminer. Maintenant, j'étude pratiquement ici, ça va se faire. Non, ce n'est que 3 ans. Oui, non, mais ça l'université va se faire, de plein exercice que nous appelons de nos voeux, on va soutenir l'action du professeur Jean-Qui. Ce sera peut-être 2022 ou 2023. Oui. Et là, ce sera déjà beaucoup mieux et on espérera à ce moment-là avoir des médecins pour mettre dans notre fameux CHU. Il y a déjà des aides pour revenir, notamment dans les déserts médicaux. Visiblement, ça n'attire pas. Comment faire? Mais ça n'attire pas. Ça n'attire pas parce que la Guadeloupe n'est pas attractive. Comment voulez-vous demander à quelqu'un qui vit à Paris, à Bordeaux ou à Londres, où il a un transport quasiment 24 heures sur 24, où il a une connexion Internet, il n'y a pas de zone blanche, il faut rééquilibrer le territoire. Où il y a de l'eau, où il y a de l'assainissement. Il faut que nous rendions ce territoire attractif, que nous le reconstruisions, comme je vous l'ai dit, que nous lancions un grand plan du numérique, un grand plan de câblage de la Guadeloupe, qu'ils aient les moyens. C'est là, seulement à ce moment-là, qu'ils auront envie de revenir. Il faut qu'ils trouvent quasiment les mêmes conditions qu'ailleurs. Alors, Sonia Pétro, l'actualité, c'est aussi ce contrat de gouvernance proposé par les GUSR et le président Harry Chalus pour que les collectivités puissent travailler ensemble, qui est un vœu des Guadeloupéens, pour que les collectivités puissent travailler ensemble et déboucher sur des propositions comme les vôtres. Alors, que pensez-vous de cette offensive, de cette proposition de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir? C'est une proposition qui m'a beaucoup interpellée et je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, ils avaient peut-être pas lu la loi Notré avant,
Parce que la loi Notré parle de concertation, de travailler ensemble. Alors après, je me suis dit, c'est peut-être pour des raisons bassement politiques. Peut-être qu'ils ne travaillaient pas avec le département parce que c'était pas tout à fait la même couleur politique. Je préfère ne pas penser à ça. Et je préfère aussi ne pas penser que quand on a un bilan qui est médiocre, quand on a du mal à le défendre, au lieu de proposer un vrai projet pour la Guadeloupe, on propose un contrat de gouvernance. Mais moi, je dis que la concertation, elle est obligatoire. Elle est obligatoire entre collectivités et je trouve anormal que le président de région actuel et le patron du GUSR aient osé qu'ils le fassent avec leur mandant, qu'ils les mettent à la queue leu-leu pour signer un contrat, libre à eux, mais qu'ils aient poussé le bouchon à demander que les autres candidats le rejoignent. J'ai trouvé ça relativement insultant. Et je pense que les Guadeloupéens ne sont pas dupes. Les Guadeloupéens savent bien qu'il y a deux personnes qui essaient de se partager la Guadeloupe. Étant donné que la région est peut-être trop petite, on dit chez nous, des malcras pas à vivre dans même tout là. Donc, il y en a un qui dit, je vais prendre le département, l'autre qui dit, je vais prendre la région. Et à ce moment-là seulement, on va travailler ensemble. Alors, justement, il projette aussi de faire travailler les administrations ensemble. Là, c'est peut-être intéressant. Mais c'est là où je dis que peut-être qu'ils n'étaient pas au courant, mais ça fait longtemps que les administrations travaillent ensemble. Ça fait longtemps que les administratifs n'ont pas demandé aux politiques l'autorisation pour travailler ensemble. Moi, je travaille au département, à la direction de l'éducation. Je travaille avec des collègues de la région. Et ça se passe comme ça dans toutes les collectivités. Parce que peut-être que les administratifs sont peut-être en avance sur les politiques, mais en tout cas, il n'y a pas de barrière à ce niveau-là. Ça fait longtemps que ça Donc existe. vous dites que la région fonctionne normalement, administrativement. Je ne sais Parce pas. qu'il y a certains qui critiquent le fonctionnement de la région en disant que ça ne fonctionne pas, etc. Vous dites que ça fonctionne bien. Moi, je ne sais pas si ça fonctionne bien. Je sais qu'il y a des problèmes dans les délais de paiement. Je sais que souvent, les étudiants de l'IFSI de l'Institut des soins infirmiers ont dû manifester pour être payés, pour avoir la modique somme qui leur était attribuée. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Moi, je connais des fonctionnaires, qui sont en souffrance. Oui, les petites entreprises qui ont reçu 50 millions d'aides quand même. Oui, mais il faut dire aussi ce qui marche. On y vient. Je connais des fonctionnaires qui sont en souffrance, qui ont été mis au placard. Et moi, je veux les rassurer à ce niveau-là et leur dire que... C'est le reproche qu'on fait à tous les présidents. On avait fait ça aussi à l'URL. Non, moi, c'est pas notre façon de faire. Et moi, je pense qu'au-delà de l'élection, au-delà de l'action politique, il y a la continuité administrative et les fonctionnaires doivent être respectés et doivent être entourés dans leur emploi. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose. Je ne sais pas si ça fonctionne si bien que ça non plus à la région, puisque moi j'ai été très alertée par l'affaire SPO+. Je ne reviens pas sur les démêlés judiciaires à venir, mais moi ce qui m'a interpellée, c'est le fait d'apprendre qu'une entreprise a pu bénéficier d'une subvention avant même qu'elle n'ait été créée. En fait, ça, c'est vous prenez vos responsabilités. Ah non, mais c'est à la justice de le dire. Moi, j'ai regardé vos reportages. Oui. J'ai fait comme tous les Guadeloupéens, puisque j'étais extrêmement étonnée de cette histoire. Quand je pense au parcours du combattant, que c'est pour une entreprise, pour monter un dossier, pour que ce dossier soit accepté à la région, cette entreprise a bénéficié d'une subvention et d'une grosse subvention, sans compter les exonérations derrière. Il y avait urgence pour fabriquer les masques aussi. Il devait y avoir urgence, mais résultat des courses, c'est Respire Plus, ça tousse. Ça tousse et puis ça se retrouvera. Et il y avait urgence, et c'est notamment sur vos 4 axes, c'est des urgences. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la région, ça ne va pas, il faut absolument tout changer. Vous pensez que ça va bien? Est-ce que réellement, vous vivez en Guadeloupe, vous aussi? Vous partez de Saint-François tous les jours. Vous habitez bien à Saint-François pour venir à Guadeloupe Première. Quand vous voyez les embouteillages, quand vous voyez l'état des routes, quand vous voyez qu'elles ne sont pas éclairées, quand vous savez que 125 000 Guadeloupéens vivent en dessous du seuil de pauvreté, en dessous. Beaucoup de Guadeloupéens, ces personnes sont obligées de différer des soins, ne peuvent pas s'occuper de leurs dents, ne peuvent pas s'occuper réellement de leur santé. Quand on a 30% de chômeurs et qu'on avait dit lors d'une campagne électorale, je ne laisserai aucun jeune sur le bord du chemin.
Quand on voit cet état de fait, je n'ai pas le sentiment que ça va bien à la région. Alors, et c'est bien pour ça, et ça vous montre à quel point ça ne va pas. Alors, regardez le nombre de listes. Ça prouve bien qu'il y a un souci. Alors, justement, Sonia Petro, pour qu'on soit complet sur l'information que nous donnons à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, il faut rappeler que M. Chalus n'a pas été... Aucune charge. Mais je ne l'ai pas mis en cause. Hein, je ne l'ai pas mis en cause. Non, j'ai juste dit, pour signaler. Voilà, non. J'ai dit que j'ai été interpellée par le fait qu'on puisse attribuer une subvention à une entreprise alors qu'elle n'était pas totalement créée. Sur l'image de la Guadeloupe, on parle beaucoup de tourisme, mais sur l'image même de la Guadeloupe, comment la voyez-vous ? Quel est le constat que vous faites de l'image de la Guadeloupe quand vous êtes à l'extérieur et on vous parle de la Guadeloupe? Vous dites quoi? Moi, je suis toujours très fière de ma guadeloupéanité, de mon identité guadeloupéenne. Mais c'est vrai qu'on a souvent une image où les gens disent « Est-ce que je peux venir passer des vacances? Est-ce que j'aurai de l'eau ?» C'est quand même... ça fait mal quand on entend ça. Et quand on a des investisseurs qui disent... Oh là là, le taux de corruption en Guadeloupe est quand même très élevé. Quand on apprend qu'il y a des demandes pour que le parquet national financier vienne installer une antenne Antilles-Guyane, puisque les dossiers sont tellement nombreux et importants, on se dit que on a réellement envie que les choses changent. On a réellement envie que la Guadeloupe soit vue différemment et qu'elle soit vue comme un territoire de réussite. Alors, Sonia Petro, comment justement faire en sorte, c'est vous qui le dites, qu'une nouvelle génération politique se construise? Alors, c'est votre urgence politique. Pour qu'une nouvelle génération politique se construise, il va d'abord falloir que les Guadeloupéens fassent confiance, que les Guadeloupéens arrêtent de voter par sentimentalisme. C'est mon en nous bien aimés, c'est bon bougan en nous. Il faut que les Guadeloupéens votent pour des compétences, votent pour des projets. Et il faut que les Guadeloupéens sachent que là, nous sommes à la croisée des chemins. Alors, juste avant de retrouver Yasmina Yakou, juste un mot, parce que c'est une compétence importante de la région Guadeloupe, sur la formation des hommes, la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est aussi un naufrage. Je ne mets pas en doute la qualité des professionnels de Guadeloupe Formation, mais force est de constater que c'est devenu une véritable usine à gaz. Donc, il va falloir repenser. Quand on sait qu'il y a des métiers en tension, des métiers qui ne trouvent pas preneurs, des offres d'emploi qui ne trouvent pas preneurs, ça montre bien qu'il y a un souci. Il faut mettre en adéquation le marché du travail et la formation. Premièrement, il faut mettre en œuvre une concertation avec le rectorat pour pouvoir identifier tous les jeunes qui sortent du parcours scolaire sans qualification. Ensuite, il va falloir aller voir toutes les organisations entrepreneuriales, les chambres consulaires, pour qu'ils nous disent exactement quels sont les besoins de l'emploi. Et une fois qu'on a fait ces deux choses-là, on bâtit un plan de formation. Et c'est ce que nous allons faire. Un plan en adéquation. Et nous allons mettre en place une plateforme régionale où les jeunes vont trouver toutes les offres de formation sans passer par Pôle emploi. Alors, rapidement, avant votre conclusion, les dernières réactions d'internautes avec Yasmina Yakou. Oui, vous avez parlé de faire revenir les jeunes, vous avez parlé de former les jeunes, mais justement les internautes remarquent que ces jeunes formés trouvent des emplois qui ne sont pas à la hauteur de leur diplôme et de leur qualification. Et une deuxième question qui revient, parce qu'on parle beaucoup, vous avez parlé d'une enquête tout à l'heure, comprenez-vous la méfiance des Guadeloupéens vis-à-vis des hommes politiques et comprenez-vous justement qu'il y a autant de listes de la société civile? Oui. Je comprends parfaitement la méfiance des Guadeloupéens. Et je comprends pourquoi l'abstention est aussi forte chez nous. Mais je dis aussi aux Guadeloupéens qu'ils ont leur part de responsabilité. Les personnes qui sont élues à la tête de la région n'ont pas fait de coup d'État. Donc vous les avez élus, à vous de les faire sortir. Et faites sortir tous les sortants le 20 juin. Alors vous avez 1 minute pour conclure, Madame Petro. Chers compatriotes, nous sommes à la croisée des chemins. La Guadeloupe est au bout. Nous sommes au bout d'un chemin. Vous avez le pouvoir de changer les choses le 20 juin. Ne vous trompez pas. Vous avez face à vous une liste, Réussir la Guadeloupe, que j'ai l'honneur de conduire, une liste qui a un vrai projet, une ambition pour la Guadeloupe, faire que la Guadeloupe soit une terre de réussite. Nous avons des compétences, nous avons de l'ambition, nous avons de l'énergie et nous voulons surtout vous faire une promesse. Nous allons vraiment travailler pour la Guadeloupe. Nous ne serons pas là pour cumuler des mandats, ni pour vivre sur le dos de la région Guadeloupe
comme Voilà. c'est souvent le cas en ce moment. Merci. Prochain rendez-vous politique, lundi politique, avec spécial décodage sur les régionales et départementales. Et dès mardi, Ludivine. Eh bien, il sera question des départementales, justement, avec le canton de Morne-à-l'Eau, une élection qui met en lice 5 binômes. Voilà, merci à tous et bonne soirée sur Guadeloupe la première, bien sûr.